Bonjour Nicole Belloubet. Nous allons parler de l'affaire Fillon, mais d'abord un mot. Vous avez été interpellé hier à l'Assemblée sur les révélations de Mediapart. Emmanuel Macron aurait écrit au Parquet national financier à l'été 2019 pour dédouaner le secrétaire général de l'Élysée, mis en cause dans le dossier MSC. Il s'agit d'Alexis Collère. Le dossier a ensuite été classé sans suite. Le président de la République est-il intervenu directement dans une affaire individuelle ? Alors, c'est une affaire que je ne connais pas dans les pièces qui sont versées au dossier. Je m'étonne d'ailleurs que monsieur le député Bernalicis, qui m'a posé la question, semble avoir eu accès à ces pièces, ou en tout cas semble les connaître. Moi, je ne les connais pas, puisque je n'interfère jamais dans les affaires individuelles. Si c'était le cas, ce serait grave. Ça contreviendrait à la séparation des pouvoirs. Je ne suis absolument pas capable de répondre quoi que ce soit sur ce sujet. Je n'ai pas accès au dossier. Ça n'est pas dans mes fonctions. Et vous n'aviez pas connaissance de cette lettre ? Absolument pas. On parle de l'affaire Fillon. Les avocats de François Fillon demandent de rouvrir les débats du procès après les déclarations d'Eliane Houlette, ancienne patronne du Parquet national financier, qui a évoqué des pressions de sa hiérarchie. Cette demande est-elle légitime de la part de la défense ? Là encore, je crains de vous décevoir, mais je ne peux pas répondre sur le fond. Les avocats, du moins ceux que j'ai lus, ont saisi les juridictions et les juges du fond se prononceront sur ce sujet-là. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de dire s'il faut ouvrir, réouvrir. Vous êtes garante du bon déroulement de la justice. C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Adama Traoré. Du bon fonctionnement de la justice. Est-ce que là, c'est un bon fonctionnement de la justice dans la mesure où il y a des suspicions sur les conditions du déroulement, du déclenchement de l'enquête préliminaire ? Si vous voulez, c'est précisément la raison pour laquelle le président de la République, qui est le garant au terme de la Constitution de cette indépendance de la justice, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant, qui nomme les magistrats du siège, pour donner un avis sur la manière dont avait été conduit le déroulement de cette phase-là, puisque effectivement Madame Houlette fait état de pression, elle sème un doute en utilisant ce mot-là. Donc il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de faire les auditions, Et ça changera quoi si le Conseil supérieur de la magistrature rend un avis qui confirme qu'il y aurait eu des pressions, en tout cas une procédure qui ne sera pas déroulée de manière convenable ? Évidemment, je ne préjuge pas ce que sera l'avis du CSM. Ce que je sais, c'est que si le CSM révèle un certain nombre de dysfonctionnements, alors l'inspection générale de la justice peut être saisie en appui pour voir quelles suites peuvent être données à ces éventuels dysfonctionnements, mais nous n'en sommes pas là. Qui va prendre la décision de rouvrir le procès Fillon ? Les juges du fond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque les avocats ont saisi le tribunal correctionnel, donc c'est à eux de trancher sur cette question si elle se pose. Quand vous avez entendu ces déclarations, je rappelle que vous n'étiez pas en poste à l'époque, mais vous l'êtes aujourd'hui. Oui. Quand vous entendez les déclarations de l'ancienne patronne du Parquet national financier, Eliane Houlette, elle dit, je le rappelle pour les gens qui nous regardent ce matin, qu'il y avait de très très nombreuses demandes. Le Parquet général s'ingérait au quotidien dans l'action publique. Ces demandes étaient d'un degré de précision ahurissant. Je les ai ressenties comme une énorme pression. Quand vous avez entendu ces déclarations-là, qu'est-ce que vous êtes dit ? Vous avez dit quand même, c'est grave. Alors, c'est un dysfonctionnement. Si je peux avoir 2 minutes, je peux expliquer que dans notre système français d'organisation de la justice, parce qu'il y a plusieurs systèmes dans le monde d'organisation de la justice, dans notre système français, c'est un système hiérarchisé pour les procureurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement détermine la politique de la nation, donc la politique pénale. C'est moi qui définis la politique pénale sous l'autorité du Premier ministre, et nous en sommes responsables politiquement devant le Parlement. Et donc, je peux donner des instructions générales aux procureurs généraux qui ensuite les répercutent. Je n'ai plus le droit, enfin le garde des Sceaux n'a plus le droit depuis 2013, de donner des instructions dans des affaires individuelles. Jamais nous ne le faisons. Jamais je ne le fais, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Mais donc, on a un système hiérarchisé, et dans ce système hiérarchisé, les procureurs peuvent effectivement suivre, demander des remontées aux personnes. Vous dites, je ne le fais jamais, suivre des affaires individuelles. Oui. Quand, il y a quelques semaines, on a entendu que l'exécutif vous demandait de vous pencher sur l'affaire Adama Traoré. Là, on se dit, c'est la garde des Sceaux qui s'ingère dans une affaire individuelle. Donc, quelle est la règle Pas du tout, voyez-vous, parce que franchement, le dossier Traoré, je
ne regarde pas ce dont il s'agit. Il y a des juges d'instruction indépendants qui traitent cela. Ce n'est pas mon domaine. En revanche, il m'appartient de voir si on peut améliorer des procédures en général. Et c'est ce qui va entraîner ensuite la modification du code pénal, du code de procédure pénale, mais jamais dans le dossier. Et quand je dis que je peux recevoir la famille Traoré, c'est effectivement, comme d'ailleurs j'avais eu l'occasion de le dire, dans l'affaire Attal Halimi, j'avais eu l'occasion de dialoguer avec les parties, ce qui m'a ensuite permis, donné la possibilité de lancer une mission sur l'irresponsabilité pénale, parce que ce sont des sujets qui se posent. Voilà. Mais je n'entre jamais dans les dossiers individuels. Mais qui doit alors rendre des comptes dans ce dossier si les faits sont parlez avérés? De quel dossier? Le dossier, je reviens aux déclarations d'Éliane Houlliette. Jean-Jacques Urvoas, François Hollande, les adversaires politiques de l'époque de François Fillon. À votre place hier, il y avait Hervé Morin qui a mis en cause directement le président de la République. Qui doit rendre des comptes? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit rendre des comptes? Je le dis très clairement, sur les affaires individuelles, la justice est indépendante. C'est ce qui fait la force de notre État de droit et je ne crois pas que cela doive être remis en question, remis en cause. Et si elle c'est essentiel. Si elle dysfonctionne, il y a le CSM qui est là, il y a... Oui, c'est un organe indépendant. Si vous voulez, la garantie de l'état de droit, c'est que les juges statuent en toute indépendance. C'est que sur la politique pénale générale, le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement. C'est un système qui fonctionne correctement. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette affaire, ce dossier et d'autres par le passé jettent un discrédit sur la justice? Et quelle est la réponse, là, pour le coup, de la garde des Sceaux en exercice? Je l'entends. Ouais. J'entends évidemment, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a saisi ce CSM, ce Conseil supérieur de la magistrature, qui va rendre en toute indépendance Parce que lui, il prend ses déclarations au sérieux, celle d'Éliane Houlliette. Je ne sais pas s'il les prend au sérieux, c'est pas le mot que j'utiliserai. En tout cas, ces déclarations ont jeté un doute délétère, c'est le mot que j'ai utilisé, et parce qu'il y a ce doute, il faut absolument le trancher. Alors, il y a un autre sujet que vous avez traité ces derniers jours, le cas des enfants djihadistes. La France a rapatrié 10 enfants de djihadistes français qui ont été remis aux autorités judiciaires. Que vont-ils devenir ? Eh bien, ces enfants qui étaient sur les zones de combat ont été rapatriés soit parce que c'était des orphelins et qui étaient dans des situations de très grande vulnérabilité, soit parce que nous avions l'accord de leurs parents. Ces enfants n'ont pas demandé à aller sur les terrains de combat à l'inverse de leurs parents. Et donc, il est vraiment, me semble-t-il, de grande humanité que nous puissions les faire revenir en France lorsque les conditions géographiques, militaires nous permettent d'aller les chercher. Donc, ça a été le cas dans cette situation, nous les avons rapatriés. Lorsqu'ils arrivent en France, ils sont immédiatement présentés à un procureur puis à un juge des enfants qui les place. Ils sont suivis médicalement et ensuite ils seront suivis aussi bien par la protection judiciaire de la jeunesse que par l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants étaient orphelins, on n'a pas laissé leur maman sur place, que réclament parfois le rapatriement de certaines Oui, mamans. Absolument. Il y a 3 enfants qui étaient orphelins et d'autres qui étaient issus de fratries. Il y a 2 fratries, donc 10 enfants, 3 orphelins, 4 d'une fratrie et 3 d'une autre fratrie. Les mères ont donné leur accord lorsqu'elles sont vivantes, évidemment. Nicole Belloubet, on est à la veille d'un remaniement. Il paraît que les grandes manœuvres ont commencé. Votre nom est souvent donné dans la liste des sortants. Est-ce que vous voulez rester? C'est le moment de le dire. Moi, je fais un métier, une fonction, qui est tout à fait passionnante. Nous avons beaucoup progressé du point de vue du budget de la justice. On a fait des tas de choses formidables. Évidemment, tout cela est passionnant. Mais la Constitution le dit clairement. Je suis, comme tous les ministres, à la disposition du Premier ministre et du Président de la République. Merci beaucoup.